Si t'as pas vu la couleur de la Joconde, c'est probablement parce que Norris la transperce. Et oui, c'est évidemment le mot d'ordre de ce week-end. Norris qui vient donc percuter le mur. C'était une expression canadienne bien connue, évidemment, qui a fait cette introduction. Norris qui est venu percuter sur mur sur ce trou de souris qui n'existait pas et qui ne permettait pas de doubler Oscar Piastri. Ce week-end, c'est l'erreur, la nouvelle erreur de Lando Norris qui galère sur plein de petites erreurs depuis le début de la saison, principalement en qualification. Cette fois, c'est en course qu'il a craqué. Il a vu un espace qui n'existait pas et il aurait pu s'imposer. On va en parler forcément de ce dépassement et de ces points un peu coûteux. Derrière, eh bien, écoutez, Max assure l'essentiel. Oscar Piastri ne craque pas comme d'habitude et finalement sur les 2 dernières courses, c'est toujours l'Australien qui s'en sort bien et qui petit à petit creuse son avance, creuse petit à petit 22 points maintenant d'avance au championnat du monde pour Oscar Piastri. On va y venir forcément sur la pression que Lando Norris a, les petites erreurs qu'il a fait depuis le début de saison. On va revenir sur cette course canadienne qui a été dominée et donc gagnée par George Russell. Une course où les positions étaient quelque peu figées, mais surtout les McLaren qui n'ont pas été au beau fixe. On reviendra sur les caractéristiques de ce circuit, sur Mercedes qui a donc assuré cette première victoire de la saison autre que Max Verstappen ou qu'une McLaren. C'est quand même une bonne nouvelle, il faut le dire quand même, pour la F1 en général. Et on va revenir sur les performances de Mercedes, les performances de Ferrari aussi, qui aura connu véritablement des déboires. Charles Leclerc aura déçu avec pas mal d'erreurs. Et puis la malchance de notre Lewis Hamilton qui est en deuil. La marmotte n'est plus, tout simplement. La marmotte n'est plus parmi nous. Et le symbole de la marmotte planera à jamais sur le circuit Gilles Villeneuve. J'espère bien sûr qu'on fera une petite minute de silence en fin de podcast pour cette marmotte. Et on pensera à toutes les marmottes du Tchekar, celles qu'on a abandonnées, celles qui sont chez nous et qui souffrent en silence. On va analyser tout ça et bien sûr on va revenir sur cette bataille du milieu de peloton avec quelques écuries qui reviennent et à quel point je trouve que cette bataille du milieu de peloton devient de plus en plus étincelante, intéressante parce qu'on n'a plus les mêmes écuries qui commencent à revenir à marquer des points et on va voir que Aston Martin notamment et Steck sont véritablement les écuries en force du moment sur ce milieu de peloton et ça devient de plus en plus intéressant. On décortique tout ça, évidemment on fera l'analyse de la safety car à la fin de ce Grand Prix qui est venu tout nu ruiner. On en parle, on en discute, c'est enfin bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite donc avec le plat principal, le plat clopieux, celui qui tient au col, la poutine. La poutine, c'est plein de pommes de terre, le cheese au milieu, il faut que ça colmate, il faut que ça soit dur, il faut que la digestion soit longue. Et elle va l'être particulièrement pour notre ami Lando Norris. Et oui, Lando Norris qui aura donc loupé son coup au Canada ce week-end. Lando Norris qui était à deux doigts de doubler tout simplement Oscar Piastri et d'imposer sa maestria comme on dit, au championnat du monde pilote, puisque son concurrent direct, Oscar Piastri, était devant lui, était plus rapide, il avait l'occasion de le dépasser, et c'est ça, je pense, qui a créé chez lui cette impatience, parce que ce mouvement-là, ce raté sur ce dépassement, ça va être une impatience. Lando Norris, donc 5e, Oscar Piastri 4e, Lando Norris revient sur Oscar Piastri, et alors qu'il prend une bonne aspiration dans la zone DRS, sur la deuxième zone DRS, il vient reprendre l'aspiration sur son coéquipier, il est bien placé, et là, Oscar Piastri, très intelligemment, referme un peu la porte à gauche et laisse très peu d'espace entre sa voiture et le muret des stands, évidemment. À droite, il y a un boulevard, et Lando Norris va tenter de s'infiltrer à gauche, il voit un espace qui n'existe pas, tout simplement trop pressé de dépasser son coéquipier comme pour imposer son style. Mais il y avait un manque, il y avait de l'impatience et puis il y avait un manque de jugeote, d'intelligence de course
sur Lando Norris. Et malheureusement, cette manœuvre va lui coûter cher puisqu'il va venir tout seul percuter le mur. Il va abandonner et il va céder 12 points finalement à son coéquipier et surtout son concurrent direct au championnat du monde constructeur. Désormais, l'écart est de 22 points, il était de 10 points. Il reprend une petite avance, l'Australien, mais on va revenir sur évidemment le récit de cette histoire, un petit peu comment on en est arrivé à ces circonstances de course. Déjà au Canada, la McLaren n'était clairement pas attendue et n'était pas la voiture la plus en vue. On a senti les McLaren très en retrait dès le début des essais et sur le format qualification. Il faut dire que le Grand Prix du Canada, le circuit Gilles Villeneuve, ne correspond pas vraiment à ce qui peut mettre en avant la puissance, ce qui fait la puissance de la McLaren cette année, évidemment, parce que le circuit Gilles Villeneuve, c'est un circuit à haute vitesse, avec très peu d'appui et des vibreurs très hauts. Or, c'est vrai que la McLaren, là où elle excelle, c'est l'appui en général, que ce soit des virages à haute, moyenne ou basse vitesse. La McLaren, elle est toujours collée au sol. Et forcément, si on enlève cet atout principal de la McLaren, elle perd un petit peu de sa superbe. Et on l'a vu ce week-end. Et encore une fois, et là c'est quelque chose qui revient encore sur le tapis pour Lando Norris, c'est que quand on est plus en difficulté, même comme ça, sur un format qualification, parce qu'on l'a vu, la McLaren est un peu plus en retrait sur le format qualification, beaucoup plus performante le dimanche, quasi imbattable le dimanche on va dire, eh bien encore une fois Lando Norris peine en qualification. Là où Oscar Piastri va limiter les dégâts et se qualifier 3e sur la grille, Lando Norris va se qualifier 7e, loupant encore son 2e tour lancé. Encore une fois, le moment où il faut améliorer, là où Oscar Piastri vient améliorer un petit peu son chrono, eh bien Lando Norris se trouve et il part 7e sur la grille. Forcément, déjà en partant 7e sur la grille, alors que son coéquipier est 3e sur la grille, il est condamné à limiter les dégâts par rapport à son concurrent direct. Et ça, bon, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué, mais qui revient en fait en boucle. Lando Norris doit absolument progresser en qualification cette année. Il y a un vrai problème sur son format qualification. Il n'est pas au niveau. Et en plus, c'est pas tant que la McLaren est en difficulté, c'est que lui-même fait des erreurs en fait au format qualification. Et on le voit. Il s'aborde un, voire deux de ses tours et il se retrouve très mal classé le samedi. Et en fait, on n'attend pas ce niveau, on attend un niveau largement supérieur à ça pour quelqu'un qui joue le championnat pilote cette année. On ne peut pas gagner un championnat pilote si on ne répond pas présent le samedi et le dimanche. Aujourd'hui, le dimanche, il répond présent. Bon, là, il a fait une erreur, certes, mais c'est vrai qu'en rythme de course, Lando Norris répond toujours présent le dimanche. En revanche, le samedi, il se fout dans la mayonnaise. Et pourtant, dès le départ, en tout cas, Lando Norris aura été plutôt avantagé par rapport à Oscar Piastri, puisqu'Oscar Piastri va prendre un départ plutôt bon, mais précautionneux à la fois. En bataille directe avec Kimi Antonelli sur les premiers virages, il va le laisser intelligemment passer. Déjà très focus, très concentré, très calculateur Oscar Piastri, pas besoin de forcer, il est en tête du championnat du monde. Le but c'est de maximiser les points. On aime ce côté très froid, très calculateur. C'est vraiment un aspect qui le dissocie complètement de Lando Norris, qui a justement cette flamme et qui justement s'embrase un peu trop sous le stress, a besoin de créer du spectacle et justement se créer des problématiques telles qu'il l'a eu au Canada. Toujours est-il qu'Oscar Piastri va donc arriver 4e après quelques encablures et il va rester coincé derrière Antonelli. Et finalement, le fil de la course va se dérouler avec ce peloton de tête un petit peu qui va partir sur une gamme médium hard et puis Lando Norris qui va s'élancer directement en hard pour faire son arrêt en médium et repasser en hard derrière. On va se rendre compte que tout le monde va un peu se débarrasser des médiums qui ne fonctionnent pas tout simplement sur le Grand Prix du Canada, parce qu'avec les températures qu'il y avait sur la piste, 50 degrés, en fait la gomme elle surchauffe complet. Et on a vu notamment, je crois que c'est Max Verstappen qui est rentré au bout du 13e tour seulement, donc le but c'était vraiment de bazarder cette gamme médium obligatoire et puis repasser sur la gamme dure qui était très utile. Et finalement, au fil de la course, Norris revient donc aux avant-postes et revient dans le sillage de son coéquipier, bien aidé évidemment par la marmotte qui est venue percuter Lewis Hamilton, qui était plutôt bien situé derrière Oscar Piastri, mais après, c'est dommage sur sa Ferrari.
il va marquer un peu le pas et finalement Lando Norris va revenir sur Oscar Piastri et il va avoir cette opportunité dont on a parlé déjà pour essayer de le dépasser. Et là, il est clair que à ce moment-là, il reste quelques tours seulement. Lando Norris revient comme une bombe derrière Oscar Piastri et sa peur évidemment c'est que Oscar Piastri commence à se rapprocher petit à petit de Kimi Antonelli et si il arrive dans la zone DRS de Kimi Antonelli, ça veut dire qu'il peut se servir du DRS de Kimi Antonelli pour se protéger de sa position. Et il garde ça en tête, Norris, c'est pour ça qu'il tente cette manœuvre un peu désespérée, hein, alors qu'il est très bien placé et qu'il est en train de prendre l'aspiration, mais où il aurait dû faire une première attaque sur l'extérieur du virage et essayer quelque chose sur l'extérieur. Au lieu de ça, il essaye de se tasser et d'aller dans son trou de souris et il se loupe. Pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, il a compris que son coéquipier allait bénéficier du DRS. Et la deuxième, tout simplement, c'est qu'il est en retrait au championnat du monde. Il est derrière. C'est lui le chasseur, c'est lui qui court après le lièvre. Et il sait que s'il ne dépasse pas Oscar Piastri, il va encore perdre des points. Et surtout, c'est l'occasion pour lui d'asséner un coup au moral. C'est le moment déterminant pour lui de dire regarde, je t'ai dépassé à la régulière. Parce qu'à ce moment-là de la course, alors qu'il reste que quelques tours et qu'il revient sur Oscar Piastri, il a seulement 2 tours de fraîcheur en plus sur ses pneus et pourtant, il est beaucoup plus rapide que son coéquipier et revient sur lui. Donc il montre qu'il a un rythme supérieur avec le même matériel et avec globalement à peu près les mêmes pneus. Il montre qu'il est supérieur et c'est le moment où justement il aurait pu s'imposer devant Oscar Piastri et montrer, regarde, je suis taille patron, je passe 4e, peut-être même dépasser Kimi Antonelli pour aller chercher le podium et dire, tu vois, je suis parti 7e et pourtant je t'ai dépassé. Et c'est comme ça qu'on marque un peu le coup et qu'on vient attaquer le moral de son concurrent direct. Sauf que le problème, c'est que Lando Norris, cette année, il panique un peu. On l'a vu sur le format qualification et là, il l'a fait sur le format course pour la première fois. Il va être impatient, il va se dire « Ouais, mais si je vais à l'extérieur, j'ai quand même moins l'avantage puisque la fin du freinage, elle se passe à gauche et que si je freine, si je suis à gauche pour l'entrée du virage, en fait, je vais être en position favorable. » Et en fait, il va vouloir se glisser sur ce trou de souris qui n'a pas la place de sa voiture à gauche au lieu de prendre l'extérieur et d'essayer d'enrouler et de faire une première attaque pour mettre la pression tout simplement sur Oscar Piastri. Donc de l'impatience qui aura coûté très très cher à Lando Norris. Alors heureusement, c'était pas des énormes points dans le sens où évidemment Oscar Piastri marque 12 points, il était 4e seulement du championnat. Mais il a perdu 12 points bêtement et sur les 2 derniers Grands Prix, il y a un mec qui garde la tête froide et il y a 2 concurrents directs qui ont craqué. La semaine dernière, il y a 2 semaines, c'était Max Verstappen et là, c'est Lando Norris. Et celui qui reste froid, calculateur, toujours présent, qui marque les points de manière constante, c'est Oscar Piastri. On va pas parler de Lando Norris toute la nuit non plus là, ça suffit. Allez, on va parler forcément du reste de la course et donc de la victoire et du retour en force de Mercedes sur ce circuit. Mercedes qui avait déjà bien performé l'année dernière, puisque George Russell était venu chercher la pole au Canada et que malheureusement, il n'avait pas pu concrétiser avec le rythme de la McLaren et de la Red Bull. Il avait dû laisser passer Lando Norris et Max Verstappen devant lui. Mais il avait déjà montré la force de Mercedes et cette année, bien Mercedes a tenu. C'est vrai, George Russell un petit peu sur la défensive en début de Grand Prix avec un rythme très soutenu de Max Verstappen. Mais en fait, Max Verstappen ne va pas forcément trouver la solution pour le dépasser parce qu'il n'aura pas non plus un rythme largement supérieur à la Mercedes. Et puis, au fur et à mesure, butant un petit peu sur la Mercedes, Verstappen va vite comprendre qu'il ne va pas dépasser George Russell comme ça et puis il va petit à petit marquer un peu le pas, rester tranquillement derrière parce qu'évidemment, quand on reste très très proche, à moins d'une seconde, on a évidemment les perturbations aérodynamiques et puis on tape dans les pneus et je pense que Verstappen a bien tapé dans les pneus puisqu'il est rentré dès le 13e tour. Alors c'était aussi une bonne stratégie dans le sens où on l'a dit, tout le début, les 5 premiers étaient partis, 5-6 premiers même, les 6 premiers étaient partis en médium puisqu'on avait en 6e place Fernando Alonso. Et que cette gomme-là, elle s'usait très vite, il y avait énormément de graining, et on l'a dit, il faisait 50 degrés au Canada, et donc forcément, ce pneu, il fallait s'en débarrasser. Ce qui était étonnant, c'est vrai, c'est quand même que Mercedes s'est souvent plaint de la température de la piste
sur ses performances, c'est que là, ils ont été quand même, écoutez, très au rendez-vous. Mais en tout cas, ils l'ont été sur un circuit, qui leur convenait déjà l'année dernière et qui leur convient encore cette année. Et la Mercedes a montré un très beau rythme. C'est une belle chose. On avait senti déjà que c'était un peu mieux, hein, c'est vrai, en Espagne, moins désespérant. On va dire que sur les dernières courses où c'était très en difficulté. Et là, la Mercedes revient donc aux affaires. Elle revient enfin. Game changer. Bon, alors, entre-temps, Russell, sur ces petites passades où les Ferrari auront été un peu plus devant, il a laissé des plumes, hein, donc je ne sais pas pourquoi il y a des interviews encore pour parler du championnat pilote et dire il est encore en course avec cette victoire. Pas du tout, en fait, il a plus de 60 points de retard, c'est game over, hein, complet. Mais en tout cas, ça n'enlève rien à la belle performance de Mercedes en général, qui s'est montré très à l'aise sur circuit, et qui d'ailleurs devrait être aussi très à l'aise en Autriche, hein, puisque c'est un circuit qui leur avait beaucoup plu l'année dernière, qui reprend un peu les mêmes principes, parce qu'on n'a pas besoin de tant que ça d'appui en Autriche, sur des virages assez lents. Les vibreurs sont aussi assez hauts, donc une caractéristique qui se suit un petit peu avec le Canada. Donc on devrait retrouver les Mercedes assez fortes quand même en Autriche, et ça devrait être très intéressant. George Russell qui est en très grande forme, hein, toujours, hein, sur l'ensemble de cette saison, il a plutôt toujours été, sauf quand il a été dominé une seule fois par Kimi Antonelli à Miami où il était plus en retrait, mais sur l'ensemble de la saison, il performe énormément. Et Mercedes vient donc marquer de très gros points avec cette première et cette troisième place, hein. Kimi Antonelli qui vient arracher son premier podium, la larme à l'œil, la petite larmichette, magnifique. Voilà. En tout cas, Mercedes était très présent. Max Verstappen aura tenté, mais on a senti qu'il était pas en mesure de venir chercher George Russell. George Russell qui va tout simplement se calquer, hein, sur la stratégie de Max Verstappen. Donc quand Max Verstappen va rentrer au stand, George Russell va rentrer au stand juste derrière et il va ressortir systématiquement juste devant. Et ça va lui permettre tout simplement de dérouler puisqu'ils auront globalement à peu près le même rythme. En tout cas, ce qui était beau, c'est que sur ce Grand Prix du Canada, on a remarqué que les 5 premiers, ils étaient dans un mouchoir de poche, hein. Je veux dire, de George Russell jusqu'à Lando Norris, tout ça, c'était extrêmement serré, hein. Il y avait que les féfés qui étaient à la ramasse. Et ça, on va y venir, hein. Forcément, il y a un goût très amer, hein, sur ce week-end de course pour Ferrari. Globalement, un week-end raté. Alors, raté complet côté Charles Leclerc, et puis malchanceux côté Lewis, qui pourtant, pour le coup, avait fait une plutôt bonne qualification, qui en plus avait un bon rythme de course avant de venir, feu de Dieu, mamma mia, percuter la marmotte. Qu'on n'a pas vu d'ailleurs à l'écran, mais bon, on a vu les chronos descendre par contre, donc on a compris au bout d'un moment. Et comme il y avait eu le message radio, bon, mais il a fallu un petit peu remonter le fil. Donc Lewis Hamilton qui va plutôt bien se qualifier sur la grille, puisqu'il va se qualifier 5e, ce qui est honnête pour une Ferrari cette année, hein, puisque c'est quand même pas ouf. Voilà, 5e et 8e. Et Lewis Hamilton va être dans le bon wagon, tout simplement, hein, le wagon de Kimi Antonelli, d'Oscar Piastri, un petit peu en retrait, hein, par rapport à Max Verstappen et George Russell, mais dans le bon wagon quand même. Il va avoir un très bon rythme, mais derrière, au 13e tour, il va venir percuter The Marmotte, donc tuer un animal tout simplement, c'est horrible. D'ailleurs, il s'en remet pas puisque dans les interviews, il considère que c'est un fait immonde. Il doit s'en vouloir à mort, hein. Je crois qu'il achètera plus de fourrure, le pauvre. En tout cas, la marmotte est morte, hein, juste pour vous le dire. Parce que là, elle s'est quand même pris une F1 dans la tronche alors qu'elle venait juste de traverser la forêt. Elle s'est retrouvée sur un circuit, elle s'est fait percuter. Donc c'est adios amigos. Lewis Hamilton, donc, qui va perdre complètement le rythme derrière ça et qui va être complètement décroché, hein. Alors certes, il sera toujours plus rapide que des Aston Martin, enfin bon, tout ce qui est milieu de peloton, le steak et compagnie, mais forcément, il va être cantonné à un rôle de spectateur, même derrière Charles Leclerc, plus de rythme du tout. Et donc, il va être éliminé donc, de ce flot-là. Et Charles Leclerc, c'est un week-end quand même assez compliqué pour Charles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ses essais libres vont venir complètement le planter. En essai libre 1, il va faire une erreur assez étrange et à la fois exceptionnelle, hein, pour le Monégasque. Il va venir dans ce virage S assez rapide, le troisième virage.
il va tout simplement freiner beaucoup trop tard, emmener beaucoup trop de vitesse avec des pneus assez froids. Il va se louper, il va tirer tout droit et il va même pas avoir en fait la capacité de se décaler suffisamment. Il va venir percuter le mur avec le flanc gauche de sa Ferrari. Et en fait, il va détruire tout simplement sa Ferrari en essai libre. Une erreur dommageable parce qu'elle va lui amputer une partie d'essai libre 1. La Ferrari n'aura pas le temps de réparer sa voiture pour les essais libres 2. Et résultat, il va louper complètement les essais libres 2 et ça va complètement amputer son week-end de course. Et encore qu'il se relève, puisqu'en essai libre 3, il monte de la vitesse. En qualification, il commence à être très rapide. Et là, malheureusement, ils vont se louper complètement sur le dernier run de qualification. Il va tout simplement pas faire un bon tour et il va se retrouver à cette 8e place. Déventé derrière Isaac Hadjar, on l'a vu. C'est vrai que le trafic était très 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 pénalisant au Canada, hein. On l'a vu en fait dès qu'on est en fait derrière 1 à 2 secondes derrière une voiture, on est complètement déventé, on peut perdre beaucoup de temps. On a vu Carlos Sainz qui lui s'est fait littéralement bloquer par une voiture, je ne sais plus laquelle, excusez-moi, hein, mais qui s'est retrouvé du coup en fond de grille et du coup c'était terminé pour lui le week-end de course. Charles Leclerc, c'est pareil, il est arrivé un peu vite, il a collé un peu trop Isaac Hadjar et derrière il s'est retrouvé surpris en fait par la Racing Bull qu'il a un peu bloqué, déventé et il va louper son tour de qualif, il va se retrouver 8e sur la grille et c'est dommage parce qu'on a senti en plus que Charles Leclerc avait un gros rythme et qu'il pouvait honnêtement aller chercher, je pense, la 3e place sur la grille, voire même la première ou la 2e, mais voilà. Et on sait ce que ça aurait donné parce qu'on a vu le rythme de la Ferrari, on a vu un petit peu le rythme global des concurrents. Et je pense que Charles Leclerc, il avait le potentiel pour finir sur le podium durant ce week-end. Donc pas mal de frustration pour ce week-end loupé. Mais bon, le Monégasque ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Et Ferrari lâche de gros points et surtout lâche la 2e place à Mercedes qui, après ce week-end réussi, reprend la tête. Mais c'est un vrai combat intéressant, hein, ce championnat constructeur. Alors, j'élimine encore une fois Red Bull qui n'a toujours qu'un seul pilote, puisque Yuki Tsunoda s'est pris une pénalité encore de 10 secondes. Alors, ça, on peut en discuter de cette pénalité, mais globalement, encore une fois, il va finir anonyme en dehors des points, donc 0 point marqué. Mais en tout cas, le championnat pour la 2e place entre Mercedes et Ferrari va être très intéressant jusqu'à la fin du championnat du monde. Avant d'aborder ce milieu de peloton qui vraiment est très intéressant, petite dédicace à Yuki donc pour expliquer pourquoi il a pris ces 10 places de pénalité. Yuki Tsunoda qui va en fait avoir lors du petit incident avec Oscar Piastri qui va venir taper le mur. Il va arriver derrière en faire Oscar Piastri et en fait il va décider de le doubler alors qu'il y a des drapeaux rouges. Il va voir que la McLaren prend un peu feu. Il est derrière. Il n'a pas envie d'être en fumée, en fait. Hein, il va l'expliquer. Et du coup, il préfère, par précaution, le doubler. Sauf que dépasser une voiture alors qu'on est sous drapeau rouge, c'est interdit. On n'a pas le droit. Ni sous drapeau jaune, ni sous drapeau rouge. On ne peut pas dépasser la voiture devant. Donc, en fait, il aurait dû ralentir. Il a dit oui, mais je ne vais pas rester à 80 km/h derrière lui. Si, en fait, c'est ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû rester même à 20, 30, s'arrêter sur le bas-côté. Mais voilà, Tsunoda qui va encore une fois sur une erreur, malheureusement cette fois un peu bête, hein, et c'est vrai qu'il aurait été durement sanctionné, mais bon, c'est les règles. Hein. Il va se retrouver pris d'une pénalité de 10 places sur la grille, et forcément, en partant dernier, hein, il n'y a pas de secret. On ne peut pas sauver tout ça. Et comme ça, c'est assez représentatif de ce qui se passe pour lui, hein, c'est-à-dire des dimanches plutôt intéressants, mais forcément des qualifications dramatiques. Il est difficilement dans les points ou quelquefois dans les points. Toujours est-il que c'est toujours la catastrophe. Bon, on va s'intéresser à ce milieu de peloton qui pour moi est vraiment hyper intéressant. On a un véritable retour en force depuis l'Espagne, vraiment de 2 écuries qui sont Aston Martin et Steck. On a senti Williams un peu plus en difficulté, mais je considère que Williams a suffisamment d'avance pour venir sécuriser cette 5e place, surtout que sur ce week-end de course, ils n'ont pas été aidés entre Sainz qui a été bloqué, on l'a dit, et Alexander Albon qui a dû abandonner. Je pense que c'est pas représentatif à la régulière. La Williams, elle vient à minima chercher le top 10 ou plus. En tout cas, elle a montré de très belles choses, donc elle devrait être en mesure sans difficulté de chercher cette 5e place. En revanche, derrière, mais c'est hyper serré. On a un retour donc d'Aston Martin qui marque des gros points, de Steak qui marque des gros points, mais tout ça c'est dans un mouchoir de poche. 28 points, 28 points, 26 points, même Alpine qui est à 12 points. Je veux dire, ils ont que 16 points de retard
sur tout ce peloton-là. Qui va finir 6e du championnat du monde? C'est hyper intéressant. En tout cas, on a un vrai bond en avant, des évolutions qui ont fonctionné chez Steck et chez Aston Martin. Et bizarrement, bon bah non, je rigole, mais sans suspense, hein, qu'est-ce qui se passe quand il y a des évolutions et une voiture qui fonctionne? Bah, l'écart entre les deux pilotes, il se creuse. Et donc, le pilote numéro 1, on le voit bien présent. Chez Steck, Hülkenberg commence à vraiment marquer de très gros points, encore une fois pour Steck. Et il marque un vrai pas en avant par rapport à Bortoleto qui est en difficulté. Et chez Aston Martin, bon, on va pas refaire un petit peu la ritournelle, mais on connaît, hein, donc Fernando Alonso qui, cette fois, commence à être récompensé de ses points. Non, les gars, il va pas quand même finir une année derrière Stroll, c'est pas possible, ce serait l'humiliation ultime pour lui, le pauvre. Et je veux dire, même s'il lui manquait un bras, il finirait devant lui, quoi. Qui évidemment finit devant son coéquipier. En tout cas, c'est toujours, hormis la vanne, c'est toujours intéressant. On a As aussi qui, plus en difficulté sur ce milieu de saison, sur ce milieu de début de partie de saison, pardon, commence à revenir sur cette fin de début de saison, de première partie de saison, et commence à remarquer quelques points intéressants, et tout ça se resserre en fait. Qui va terminer 6e de championnat? Il y a des gros points à aller chercher. Qui dit gros points, 6e place, dit aussi évidemment du gros budget. Et ça, c'est très, très, très intéressant pour nous. Avant de basculer en Autriche, bien sûr, on va revenir sur cette arrivée un petit peu tristounette de l'apparition de cette voiture de sécurité après le crash de Lando Norris. On pensait que le problème était réglé, qu'on n'assisterait plus à ce genre de mise en scène pour des fins de Grand Prix, c'est-à-dire ces drapeaux jaunes, voiture de sécurité, et puis on finit les 4-5 derniers tours sous voiture de sécurité, une arrivée tristounette, franchement, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a plus rien. C'est un peu triste, c'est dommage, on tue un peu le spectacle. Je pensais qu'on avait été plutôt raccord là-dessus. La FIA ainsi que les équipes avaient pris la décision de ne plus terminer un Grand Prix sous voiture de sécurité quand l'opportunité était donnée. Et pour ça, la solution était simple, hein, c'était l'application d'un drapeau rouge, ce qui était complètement possible. Hein, c'est simple, hein. Lando Norris se crash, il reste à peu près 5 tours, je crois 4. On déploie directement le drapeau rouge et comme ça, on fait une relance. Et puis, en fait, ça permet de terminer les 4-5 derniers tours sous format course et de relancer un petit peu le spectacle. Pour les pilotes, pour les spectateurs, pour tout le monde, hein, tout simplement parce que ça reste de la compétition automobile. Je pense que clairement la décision qui a été prise ce week-end déjà elle est un peu triste et elle respecte pas les engagements qui ont été pris, mais je pense qu'elle découle directement de la problématique de l'année dernière, en Australie notamment. On se rappelle des carambolages qu'il y a eu après ces drapeaux rouges qui ont été émis. Et puis, il y avait eu discussion sur la sécurité des pilotes, forcément sur le démarrage, alors qu'ils avaient les pneus froids et que forcément c'était compliqué à gérer. Mais là, honnêtement, je trouve qu'au Canada, avec cette piste-là et la distance assez courte déjà entre le départ, la ligne de départ et le premier virage, souvent ça donne pas lieu franchement à des gros embouteillages. Contrairement à l'Australie, on a quand même un virage beaucoup plus ouvert à haute vitesse et donc forcément ça donne lieu à plus d'accrochage, donc il y avait moins de risques déjà. La piste était quand même à 50 degrés, donc elle chauffait assez vite. Je pense que les pneus seraient redescendus un peu moins en température, même si c'est vrai que de toute façon à l'arrêt ils auraient chuté. Il y avait moins de risques à prendre, les conditions climatiques elles étaient bonnes, donc j'ai pas trop compris cette décision. On attendait mieux de la F1 sur ce sujet là et j'espère qu'on sera pas assez frileux sur ce genre de décision à l'avenir et qu'on prendra la décision de mettre ce drapeau rouge, de relancer le spectacle et la compétition automobile qu'on aime tant. Pour terminer, écoutez, on bascule donc sur le Grand Prix d'Autriche. Grand Prix d'Autriche, ce Grand Prix coup de cœur pour moi. À chaque fois, j'adore ce circuit, franchement. Je le dis parce qu'il est vallonné, parce qu'il y a des possibilités de dépassement, parce qu'à chaque fois, il y a des stratégies, il y a des dégradations pneumatiques, il y a tout sur ce circuit. On devrait voir évidemment les Mercedes plutôt à l'aise, en tout cas, elle l'était l'année dernière, et la typologie de leur voiture n'a pas changé, la typologie du circuit non plus, et les caractéristiques de la McLaren devraient aussi performer sur le Grand Prix d'Autriche, donc ça devrait être très intéressant. Évidemment, Lando Norris est attendu au tournant, il faut qu'il se reprenne, 22 points d'écart, il a marqué le pas psychologiquement encore une fois ce week-end. Les qualifications, c'est toujours pas ça, il faut qu'il montre qu'il est là, et évidemment en format course, au-delà du rythme, il faut maintenant qu'il s'impose devant son coéquipier, il faut qu'il montre qu'il est le patron pour le détruire psychologiquement. Allez, rendez-vous en Autriche, et c'était qu'enfin bon, bien sûr!